Bien, mais je vous propose de commencer le grand tour de ce midi. On a le docteur Da Silva Constante, Vanessa, qui va nous raconter une histoire un petit peu particulière, comme souvent ici. D'ailleurs, une douleur abdominale qui saigne. Ouais. D'habitude, c'est le cœur qui saigne, hein, oui. Mais ici, c'est le ventre. Allez, Vanessa, on t'écoute. Bonjour. Je vais vous présenter en fait le cas d'un homme de 39 ans qui présente une asthénie invalidante depuis plus de 3 ans et une douleur abdominale aiguë, mais qu'il décrit déjà depuis plus de 5 ans. Cette douleur abdominale est présente quasi quotidiennement. Elle est principalement épigastrique, lancinante, avec des pics intermittents douloureux. Le patient rapporte un amaigrissement non quantifié avec un appétit conservé et une alimentation variée. Il n'y a pas de nausées, ni de vomissements, ni de pyrosis. Il n'y a pas de trouble du transit. Il n'y a pas de signe d'extériorisation, donc pas de méléna, pas de rectorragie, pas d'hématémèse. Et cette douleur abdominale lui a valu de multiples consultations en gastro-entérologie avec à chaque fois des endoscopies négatives. Il se plaint également de dyspnée d'effort, mais sans toux ni orthopnée, de céphalée sur la douleur, de sensations vertigineuses, mais sans trouble visuel. Il rapporte que par moments, il a des urines assez foncées, mais sans myctalgie. Il n'y a pas de pyrexie, pas de frisson, pas de sudation nocturne, pas de rage cutanée, pas de voyage récent, ni de prise de nouveaux médicaments. Au niveau de ses antécédents médicaux, on retrouve cette douleur abdominale chronique d'origine indéterminée, un trouble anxieux, il n'y a pas d'antécédents chirurgicaux ni familiaux. Au niveau de son traitement, il prend du Lixentia et par le passé, il a eu de multiples cures d'IPP. Il est originaire du Maroc, en Belgique depuis 3 ans. Il est coiffeur à 4 frères et sœurs. Il ne fume pas, il boit 5 bières le week-end. Il n'y a pas d'allergie connue. Il n'a pas été en contact avec des animaux et il est non vacciné contre le Covid. Au niveau de ses paramètres, un objectif, une tachycardie à 112. À l'examen clinique, de manière générale, il est plutôt pâle, anictérique. À l'auscultation cardiaque, on a un souffle holosystolique de 3/6. L'abdomen est plutôt tendu, dépressible, douloureux à la palpation épigastrique et de l'hypocondre droit, avec un rebond mais sans défense, un péristaltisme présent. Il n'y a pas d'hépatosplénomégalie, pas de rage cutanée. Et le reste de l'examen clinique est plutôt banal. Attends, reviens pas en arrière. Parce que on peut déjà peut-être faire un petit tour de piste. Donc, ce n'est pas un patient d'ici, donc n'essayez pas de trouver là ce qui aurait pu arriver dans le labo, etc. Hein. C'est un patient d'ailleurs. Je ne sais pas, douleur abdominale récurrente, où l'imagerie gastro n'a rien montré, donc on est déjà dans quelque chose a priori d'autre. Je sais pas, est-ce qu'il y a un syndrome inflammatoire au moment où il a mal? On va voir à la prise de sang. On va le voir à la prise de sang. Oui, attends. Moi, j'avais 2-3 trucs en tête. En plus, Vanessa, j'ai oublié, tu m'avais dit la solution, je l'ai oublié en plus. Donc, je peux jouer. Ouais, c'est parfait. C'est parfait que vous l'ayez oublié. Ah, d'accord. On va garder le suspense. Comme ça, je peux jouer avec. C'est juste une question, est-ce que c'est associé, est-ce que c'est postprandial, est-ce qu'il y a une synchronisation avec l'alimentation? Non. Ok, donc bonne question. Hein, la sémiologie de base, la relation avec le repas est un point important dans la douleur abdominale. Est-ce qu'il a une perte de poids? Non. Et donc, il dit qu'il y a un amaigrissement, mais il n'a pas su le quantifier. Mais il a une alimentation variée, il mange de tout. Et ça fait quand c'est poussé douloureux, c'est vraiment très, très lancinant. Oui, ça va vraiment jusqu'à 10/10. Comme dans une porphyrie, par exemple. Ça pourrait. Oui, ça pourrait. OK. Ou du plomb. Le colite au plomb, ouais, ce serait pas mal aussi, ça. OK, allez, en avant. Alors, un petit coup d'œil sur la prise de sang. Donc là, on constate qu'il y a une anémie sévère avec une hémoglobine à 3,6, une macrocytose, des réticulocytes à 102 000 et une thrombopénie à 126 000. Il n'y a pas de réel syndrome inflammatoire, l'ionogramme est plutôt normal, ainsi que la fonction rénale. On voit qu'il y a des LDH à plus de 1100, mais sans altération de la bilirubine. Les hormones thyroïdiennes sont normales. Et enfin, des dédimères à plus de 1300. Attends, parce que là, on doit réfléchir. Hein.
Bon, ce qu'on peut déjà dire, c'est que c'est anémie chronique, sinon il serait mort. Oui, bon, voilà. Bon. Et que on aimerait bien avoir les. Ça viendra. Alors, peut-être, oui, il est là, la B12 et les réticulos. Ils sont là, Où est-ce qu'ils 102 000. sont? À 102 000, les absolus. Ici, dans le coin, en bas à gauche. Ah oui, d'accord, ok. Ok, donc c'est régénératif. C'est Oui, aussi régénératif. gentiment, oui. Doucement, oui. Doucement régénératif. Et l'apto, Ça va venir. ça va venir. Bon, voilà. Donc, on se retrouve face à une anémie sévère, macrocytaire, post-régénérative, avec une thrombocytopénie dans un contexte de douleur épigastrique aiguë sur fond chronique. Donc, dans ce contexte d'anémie, douleur abdominale, on réalise une imagerie qui montre que l'échographie abdominale montre que le foie, les reins et la rate sont sans particularité. Le scan abdominal en phase latérale montre qu'il n'y a pas d'ischémie intestinale, pas de saignement intra-abdominal, pas de lymphadenopathies, pas de thrombose veineuse. On réalise également une tigette émue dans ce contexte qui rapporte que par moment, il a des urines assez foncées, mais c'est négatif, il n'y a pas d'érythrocytes microscopiques. Et donc, on complète le bilan. On voit qu'il y a une carence martiale avec une ferritine à 21, mais l'acide folique et la B12 sont normales. Et enfin, on dose l'aptoglobine qui est effondrée avec un COMS négatif. Et donc, on se retrouve dans un diagnostic différentiel d'anémie hémolytique à COMS négatif. On va différencier les causes acquises des causes héréditaires. Dans les causes acquises, on retrouve tout ce qui est hémolyse immunomédiée, mais ce n'est pas le cas chez nous vu que le COMS est négatif. Des causes plus systémiques comme l'hypersplénisme. Et de nouveau, l'échographie abdominale n'a pas montré une rate de taille normale. Tout ce qui est traumatisme. Et dans notre cas, on va plutôt s'intéresser à tout ce qui est microangiopathie, infections comme la malaria, l'HIV, les causes plus rares d'hémolyse et les causes héréditaires comme les membranopathies, les hémoglobinopathies et les enzymopathies. Oui, maintenant, imaginons qu'il a une hémolyse intramédulaire, donc sa B12 est normale. Mais s'il avait par exemple un déficit en cuivre, il pourrait bien avoir une anémie mégaloblastique peu régénérative, avec des petits indices d'hémolyse. Donc l'intoxication au zinc, ça donne carence en cuivre, c'est un tableau tout à fait semblable à des birmères finalement. Mais je ne vois pas pourquoi il aurait une carence en cuivre. Donc, je ne comprends pas le titre non plus à ce stade-là. Pourquoi il saigne non, alors le titre, il est là pour vous perturber. Ah non, ça ne va pas. OK. Oh, c'est micro, il n'y a pas de lien. Alors, donc, on poursuit le bilan. Et donc, au niveau infection, on constate que les sérologies infectieuses sont négatives. La goutte épaisse pour la malaria est négative et la radio de thorax ne montre pas de TBC active. Et donc, on s'oriente vers tout ce qui est microangiopathie et il n'y a pas de schizocytes. On poursuit du côté des hémolyses héréditaires. Il n'y a pas de déficit en pyruvate kinase, il n'y a pas de G6PD, il n'y a pas d'hémoglobinopathie, pas de sphérocytose. Et donc, on s'oriente tout doucement vers tout ce qui est malin, mais du côté hématologique. Et donc, on a un immunophénotypage qui est dans les limites de la normale. Le myélogramme montre une moelle riche, mais sans excès de blastes. Et la biopsie de moelle osseuse montre l'absence d'aplasie ou de dysplasie avec un karyotype normal. Le plomb, le cuivre et l'arsenic ont également été dosés et c'est négatif. Allez, Mathieu, tu as une idée? Un cas pour les printemps, ça. Et dans l'immunophénotypage, on a demandé la recherche du clone de... CNH? Oui. Ça va venir.
OK. Oui. Mais donc, effectivement, donc on fait une cytométrie de flux qui montre un clone PNH de 16% sur les hématies, 89% sur les neutrophiles et 83% sur les monocytes, qui confirme l'HPN. Donc, un petit mot sur l'hémoglobinurie parocytique nocturne. Il s'agit d'une anomalie clonale acquise de la cellule souche hématopoïétique. C'est une anomalie bénigne. C'est une maladie rare dont la prévalence est de 1 sur 1 million. Elle touche préférentiellement les jeunes adultes de 20 à 40 ans, aussi bien les femmes que les hommes. Plus rarement, elle peut survenir chez les enfants et les personnes âgées. L'HPN est observée dans de nombreuses régions du monde, mais serait plus fréquente en Asie du Sud-Est et en Extrême-Orient. Pour la petite minute historique, c'est le docteur Ströbing en 1882 qui est l'un des premiers à décrire l'HPN. Marcafa, Vinazzani en 1911, puis Micheli en 1931 introduisent le tableau clinique classique de la maladie qui porte leur nom, la maladie de Marcafa-Micheli. Mais c'est Henneking qui introduit à la même période, en 1925, le terme d'hémoglobinurie parocytique nocturne. Au niveau de la physiopathologie, en fait, l'HPN est causé par une mutation somatique acquise du gène PIGA. Le produit final du gène PIGA est normalement nécessaire à la synthèse du phosphatidyllinositol, autrement dit le GPI. Et donc, une mutation du gène PIGA entraîne un déficit des protéines ancrées au GPI, comme le CD55 dans la partie proximale du complément et le CD59 pour la partie terminale. Tous deux sont des protéines inhibitrices du complément et elles empêchent en fait l'assemblage final du complexe d'attaque membranaire. Et donc, en fait, l'HPN est la conséquence d'un déficit d'ancrage membranaire de ces deux protéines se manifestant sur le plan clinique par une hémolyse intravasculaire. On retrouve plusieurs formes d'HPN. Une forme classique dans laquelle on retrouve une hémolyse clinique ou biologique, des thromboses, mais sans insuffisance médulaire associée. On retrouve la forme qui est associée à une insuffisance médulaire, comme l'anémie aplasique et le syndrome myélodysplasique. Et là, de nouveau, il y a cette hémolyse et une insuffisance médulaire. Les deux formes les plus courantes d'HPN sont la forme classique et l'anémie aplasique. Et enfin, une forme infraclinique, où là, il n'y a pas vraiment d'hémolyse ni de thrombose et où une insuffisance médulaire est possible. Au niveau de la clinique, eh bien, en fait, l'HPN n'a rien de vraiment parocytique ni de nocturne, c'est plutôt des notions historiques, et l'hémoglobinurie n'est présente que dans 25 à 40% des cas. La triade clinique caractéristique regroupe l'hémolyse, l'insuffisance médulaire et les complications thromboemboliques. L'anémie est multifactorielle, il y a l'hémolyse et l'insuffisance médulaire, et les thromboembolies, en fait, c'est la première cause de mortalité de la maladie. Presque un demi des cas de thromboembolie vont survenir au cours de la maladie, et le plus souvent de manière inaugurale. C'est un facteur de mauvais pronostic, 40% de survie à 4 ans. On retrouve le plus souvent des thromboses veineuses, mais les artérielles ne sont pas si rares que ça. 1/5 des épisodes thromboemboliques impliquent plus d'un site à la fois, et souvent ce site est atypique. Au niveau abdominal, on retrouve des thromboses des veines hépatiques avec un syndrome de Budd-Chiari, se compliquant en insuffisance hépatocellulaire, avec un taux de mortalité élevé, des thromboses des veines mésentériques, spléniques, portes. Au niveau cérébral, des thromboses du sinus sagittal supérieur avec 1/3 des décès, et des thromboses aussi cutanées. La symptologie dans l'HPN est assez hétérogène. Les patients peuvent présenter divers symptômes ou des combinaisons de ceux-ci avec des degrés de gravité variables. Et bien que la triade de l'hémolyse, de l'insuffisance médulaire et des thromboembolies soit caractéristique de la maladie, n'importe quel autre symptôme peut survenir, comme par exemple l'asthénie, la dyspnée. Souvent, ces patients ont un antécédent de thromboembolie. Il faut savoir que l'hémolyse elle est moins remarquable en cas d'anémie aplasique ou de syndrome myélodysplasique, que l'anémie est parfois absente s'il y a une forte réponse médulaire. L'hémoglobinurie n'est présente que dans 25 à 40% des cas.
Et on peut aussi retrouver tout ce qui est douleur abdominale, dysphagie, dysfonction érectile. Ça, c'est lié à un déficit en oxyde nitrique entraînant une dystonie des muscles lisses. Et donc, la nature non spécifique des symptômes dans l'HPN peut retarder le diagnostic et le traitement. Et donc, il y a la Canadian PNH Network qui, en 2018, a proposé 5 scénarios cliniques qui sont abrégés par l'acronyme CATCH pour faciliter le dépistage de l'HPN. Et donc, dans cet acronyme, on retrouve le C pour les cytopénies d'origine inexpliquée, le A pour anémie aplasique, syndrome myélodysplasique, donc tout ce qui est insuffisance médulaire, le T pour les thromboses, le C pour le COMS négatif dans le contexte d'hémolyse, et enfin le H pour l'hémoglobinurie persistante sans érythrocytes microscopiques. Cet outil de dépistage n'a pas été formellement validé, mais s'est avéré plutôt utile en pratique courante pour les praticiens. Au niveau du traitement, eh bien, en fait, l'apparition de l'éculizumab en 2007 a complètement révolutionné le traitement de l'HPN classique. Il s'agit d'un anticorps monoclonal qui inhibe le clivage de C5 en C5a et C5b et donc empêche ainsi la formation du complexe d'attaque membranaire. L'éculizumab stoppe ainsi l'hémolyse intravasculaire, les besoins de transfusion, améliore la qualité de vie et réduit drastiquement le risque de thrombose qui est la principale cause de mortalité de la maladie. Il y a quand même un risque de septicémie à méningocoque et donc il faut absolument vacciner les patients au moins 2 semaines avant de débuter le traitement. Il y a aussi tout ce qui est traitement supportif avec les transfusions, les suppléments vitaminiques. Et comme je viens de mentionner, donc dans l'HPN, il y a cette hémolyse intravasculaire qui est médiée par le complexe d'attaque membranaire. Il y a aussi l'hémolyse extravasculaire qui, elle, est facilitée par l'opsonisation de ces 3. Et bien que l'éculizumab permet de prévenir l'hémolyse intravasculaire, de nombreux patients restent toutefois anémiques avec une nécessité d'au moins une transfusion par an, malgré le traitement par inhibiteur C5. Et en fait, c'est là que le pegcetacoplan fait son apparition. C'est un peptide pégylé qui a été évalué dans l'étude Pegasus, une étude randomisée de phase 3. Il cible la protéine C3 proximale du complément et permet ainsi en fait de contrôler l'hémolyse intra- et extravasculaire. Chez des patients qui, dans l'étude, présentaient une hémoglobine inférieure à 10,5 malgré un traitement d'au moins 6 mois d'éculizumab. Et en fait, ce sont nos voisins suédois qui ont obtenu en février dernier l'autorisation du pegcetacoplan dans le traitement de l'HPN chez des patients avec un antécédent de traitement par inhibiteur C5 pendant au moins 3 mois et uniquement en cas d'hémoglobine inférieure à 10,5. Mais qu'est-il devenu du patient? En fait, il est en attente de régularisation sociale et de l'accord du médecin conseil pour initier l'éculizumab. Entre-temps, sur une période de 5 mois, il a été transfusé de 8 unités de globules rouges, il a été supplémenté en fer, il a reçu sa vaccination pour le méningocoque et il a été mis sous clexane prophylactique au moins jusqu'à l'initiation de l'éculizumab. Ces douleurs ont persisté, mais je n'ai pas de recul pour vous dire si avec l'éculizumab ça a été ou pas, parce qu'il n'a pas pu commencer encore ce traitement. OK. Merci. Bien. Les douleurs abdominales, c'est assez classique dans les hémolyses, mais dans la présentation, l'HPN, c'est repris comme symptôme prévalent, assez fréquent. Assez fréquent. Et en fait, c'est lié à cette hémolyse intravasculaire qui en fait libère l'hémoglobine. Suite à ça, en fait, il y a une libération d'hémoglobine libre qui va capturer l'oxyde nitrique. Et en fait, ce déficit d'oxyde nitrique entraîne une dystonie des muscles de Lys et donc au niveau abdominal engendre cette douleur abdominale. OK. Et la carence en fer, donc, que tu as cité, ça, c'est finalement par perte urinaire, bon, ce qui n'est quand même pas une cause
fréquent de carence en fer, mais ici, avec l'aspect chronique, effectivement, c'est sans doute ça l'origine de la… Mhm. OK. Donc, parce qu'on pourrait reprendre, non, il était anémique, hein, douleur abdominale et carence en fer. Ça inciterait à aller mettre des tubes d'abord, et donc… Mais il a eu plein d'endoscopies, hein, Oui. mais à chaque fois négatif. Et quoi, quand il a eu cette endoscopie, il était déjà anémique, j'imagine. Mais légèrement, oui. Et là, c'était vraiment sévère quand il a débarqué en hospitalisation. Attends. Non. Je me demandais s'ils avaient déjà une fois fait un bilan plus large de l'anémie, s'ils avaient fait l'apto, etc. et tout. Non, il Apparemment, non. n'y a pas eu de dosage d'apto avant ça. Il a eu combien d'endoscopies au total? Tu n'oses pas le dire? Pas mal. OK. Bien. Il y a des commentaires sur le chat? Non, tout le monde est médusé par la… Alors, c'est vrai que d'habitude, quand on présente des cas d'HPN, c'est plus souvent des cas plus énigmatiques où il n'y a pas d'anémie et c'est essentiellement des thromboses. Donc, on retient dans l'HPN, je dirais, actuel, dans des cas mystérieux, plutôt des thromboses dont on ne trouve pas l'origine. Et effectivement, ça fait partie du diagnostic parmi les thrombophilies. C'est un diagnostic important qui est du retard au diagnostic. Est-ce que dans le truc catch, là, Oui. est-ce qu'ils ont regardé en fonction de la présentation quelle était la durée pour avoir le diagnostic? Autrement dit, bon, comme tu l'as déjà précisé, le diagnostic est souvent tardif dans cette affection, mais de voir dans quelle situation c'est plus tardif, quoi. Donc, quel est le record de retard diagnostique en fonction de la présentation? Ah, ok. Donc, on peut se dire avec une anémie hémolytique, probablement que ça va être moins tardif que dans d'autres présentations. Oui, sûrement, mais ça, j'ai pas fait attention. Là, ça n'a peut-être pas été, mentionné non plus. Ça regroupe qu'en fait la population canadienne, en fait. OK. Oui, Jean. Une belle question. Pourquoi ça ne commence qu'à cet âge-là? Que vers 20 à 40 ans? Mais en soi, ça peut être présent chez les enfants ou les personnes âgées, mais de manière plus rare. Oui, c'est ça ma question. Pourquoi ça ne commence pas beaucoup plus tôt dans la vie? Il y a parfois des cas, genre, des enfants qui viennent pour des douleurs de ventre et on cherche l'HPN au labo. OK. Il y a des cas, parfois des enfants qui viennent 12-13 ans. Et effectivement, moi, j'ai déjà vécu un cas, je crois, à Cavel. Mais c'est plus rare chez les C'est enfants. Nicolas Daoud qui est intervenu. Oui, tout à fait. Merci, Nicolas. Mais actuellement, là, c'est la cytométrie de flux qui peut effectivement accélérer le diagnostic parce qu'effectivement, avant de penser à une HPN, on perdait beaucoup de temps. Voilà. OK, merci. Voilà, comme ça, on voit ton nom affiché en grand. Peut-être pour le titre et pour le mystère du titre, je sais pas, je réfléchissais à un titre mystérieux. J'aurais mis 3M dans le titre. Tu vois, 3M et douleur abdominale, quoi, pour maladie de Marchava-Micheli. Ah. Tu vois? Ah oui, joli. En mettant éventuellement trademark 3M. 3M, oui. Oui, 3M est passé par là. Un truc dans ce goût-là, quoi. Peut-être pour changer. Oui. Si on n'est plus sur Internet. Si on est. Ah merde. Vas-y. Mais non, mais moi, PAUCI, je l'aurais écrit PAUCI. Et pas PAUCY comme elle a écrit. Ça devient du latin. Hein? Ah oui, je n'ai pas vu passer ça. Très bien. Merci pour la remarque. En prix. OK. Autre question, commentaire? Olivier, tu arrives un peu en fin de parcours. Moi, c'était maths pourtant. Hein? Oui. OK, bien. Eh bien, voilà, histoire courte, mais intéressante, avec quand même quelques messages importants. Et c'est vrai que même si la prévalence n'est pas si importante que ça, régulièrement, chaque année, on a des cas de clones PNH qui se présentent de l'une ou l'autre façon. Et je crois que ça reste un bon message. Avec, et là, je ne me souviens plus, tu avais insisté sur le typage particulier qu'on… Oui. Bon, tu as dit qu'il était positif, hein, mais Oui.
Mais en gros, en fait, dans la cytométrie de flux, il y a 3 types de classification, des cellules de type 1. À ce moment-là, c'est des cellules où il n'y a pas de déficit des protéines ancrées au GPI. Et les cellules de type 2, là, il y a un déficit partiel de ces protéines. Et dans les cellules de type 3, il y a un déficit complet des cellules, enfin des protéines ancrées au GPI. OK, mais donc, la remarque par rapport à ça, c'est si on coche phénotypage lymphocytaire, on passe à côté puisque ça ne va pas être pris dans les marqueurs habituels. Et donc, il faut véritablement avoir une démarche positive en disant, ben voilà, on recherche PNH et donc on souhaiterait d'avoir un marquage particulier pour l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, dont il faudrait, comme tu l'as dit, changer le nom parce qu'elle est ni nocturne, ni souvent paroxystique, et voilà, il n'y a pas d'hémoglobinurie. Voilà. OK, bien. Eh bien, merci à... Tout à fait, Eddie. Donc, j'interviens de nouveau. Il faut effectivement, maintenant, Olivier est parti, mais il faut effectivement préciser, exclure PNH pour la cytométrie de flux, parce qu'effectivement, il faut chercher le CD55, CD59, et en fait, on combine un CD16. Donc, dans un typage lymphocytaire normal, on va pas le voir. Donc, il faut préciser, exclure PNH. OK. Voilà. Très bien. Et voilà, merci Vanessa, merci Nicolas. À la semaine prochaine. Et puis alors, il y a un séminaire particulier, mais je vous enverrai l'annonce par les moyens habituels, mardi prochain à 18h sur quelques aspects de la corticothérapie, à la fois en médecine interne et en anesthésiologie, mais je vous enverrai le message. Mais voilà, bonne semaine et à la semaine prochaine.